Bonjour. Nous allons consacrer donc notre émission de ce jour consacrée à la violence dans l'art de gouverner. D'abord, dans la rubrique donc Un divan dans le monde, nous traiterons de ce thème avec Cédric Michon, l'historien Cédric Michon, qui est l'auteur d'une récente biographie d'Henri VIII. Henri VIII, donc l'un des fondateurs de l'Angleterre moderne, ainsi que d'une nouvelle version du christianisme, l'anglicanisme. Notre seconde partie, l'écho de la culture, sera dédiée, elle aussi, à Henri VIII, à travers la célèbre série des Tudors, dont France Jégut nous donnera son commentaire pointu. L'actualité de la psychanalyse sera consacrée à un thème voisin, puisqu'il sera question des amours douloureuses, dont Henri VIII fut un spécialiste incontestable. Amours douloureuses qui feront donc la matière d'un congrès à venir, mais vous en saurez plus en fin d'émission. Jingle de transition. Cédric Michon, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à venir à Studio Lacan pour parler de Henri VIII. Vous êtes membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université Rennes 2. Vous êtes vous êtes un spécialiste de la Renaissance et vous êtes l'auteur, donc, comme le rappelait Philippe, d'une biographie pour laquelle consacrée à Henri VIII en 2022 chez Perrin, pour laquelle vous avez reçu le grand prix de la biographie de l'Académie française, mais avant ça, vous avez écrit une autre biographie consacrée, alors chez Belin, en 2018, consacrée à François Ier, et un autre ouvrage, La Cour des Lions, toujours, alors non, chez Passé Composé, en 2020. Alors, vous avez, en plus de votre activité d'historien, vous êtes également éditeur, et donc, voilà, je présente la collection que vous dirigez, donc la collection Destin chez Calippe. Et donc voici, donc si j'ai bien compris, un ouvrage qui sortira le 24 avril prochain. C'est celui-là, voilà, avec d'autres. Avec Berthe Morisot. Avec Berthe Morisot et Léon Gambetta. Léon Gambetta, voilà. Que voici. Voilà. Voilà, sort le 24 avril, exactement. Le 24 avril, donc tout bientôt. Alors, pour commencer, je me disais que peut-être que vous pouviez nous brosser à grands traits donc un portrait d'Henri VIII. On a le tableau d'Holbein qui figure donc en couverture de votre ouvrage. Alors, qui était Henri VIII? Est-ce que vous pouvez le présenter comme vous le faites aussi brillamment au début de votre biographie? Bon, merci pour cette présentation déjà. C'est un vaste sujet de présenter Henri VIII parce que c'est un personnage qui est comme je le dis à l'anglo-saxonne, qui est larger than life, c'est-à-dire c'est vraiment un personnage énorme qui par les dimensions physiques, par l'ampleur de ce qu'il va révolutionner en fait au cours de son règne, et puis également par je dirais sa personnalité. Dans une émission animée par des psychanalystes, là je ne me risquerai pas à aller sur ce terrain-là, mais je pense que c'est
c'est un souverain qui est peut-être le plus intéressant de l'époque. C'est-à-dire que si vous prenez par ordre d'entrée en scène Henri VIII, puis François Ier, puis Charles Quint, puis Soliman le Magnifique, hein, qui en 15 ans arrivent tous sur le trône dans leur pays. Le plus complexe psychologiquement, c'est Henri VIII. C'est un personnage qui d'ailleurs résonne un peu avec notre époque, puisque si vous l'analysez et que vous le comparez aux autres, aux trois autres que j'ai évoqués, c'est un personnage qui se caractérise par plusieurs choses. Je dirais une espèce de narcissisme pathologique. C'est-à-dire qu'un narcissisme qui est bien plus prononcé que celui d'un François Ier ou d'un Charles Quint ou d'un Soliman, qui est déjà bien à bon niveau, puisque ce sont des princes qui se mettent en scène pendant plusieurs décennies. Mais donc un narcissisme pathologique, une immaturité psychologique, et là qui le différencie pas mal des autres, c'est-à-dire que c'est un homme-enfant. C'est un homme-enfant jusqu'à la fin de sa vie. Ensuite, il a une énergie considérable, et enfin, il a une soif de pouvoir, une soif de domination et d'humiliation de son entourage. Si vous prenez narcissisme pathologique, immaturité psychologique, énergie, soif du pouvoir et de l'humiliation, ça résonne peut-être avec une figure contemporaine. C'est une question effectivement pour nous, parce que comment se fait-il qu'on soit aussi passionné par Henri VIII toujours, encore aujourd'hui? Vous dites cela dit qu'il a vraiment marqué l'entrée de l'Angleterre dans l'époque moderne. Oui, et en ce sens-là, c'est sans doute une des réponses à la question de pourquoi nous intéresse-t-il autant. Bon, d'abord, il y a l'intérêt pour les monstres. Voilà, on aime bien les monstres. C'est assez surprenant, c'est l'esprit humain qui est ainsi fait. Mais Henri VIII n'est pas simplement un être monstrueux. Je dirais même que ce qui est intéressant, c'est le parcours de sa vie qui fait de lui une espèce... Sa vie, c'est une espèce de biopic parfait, en fait. C'est-à-dire qu'il commence comme... On a différents portraits de lui, du petit garçon. On a une terre cuite, par exemple, à l'époque où il n'était pas encore l'héritier du trône, c'est-à-dire qu'il avait un frère aîné qui devait normalement monter sur le trône. Il était Arthur. Le deuxième, Arthur, exactement. Et donc on est toujours protégé, hein, c'est comme le dit Shakespeare, lourde est la tête sur laquelle pèse la couronne. Donc effectivement, lorsqu'on n'est pas le futur héritier, on est un petit garçon qui vit dans des conditions confortables. Et donc on a un petit garçon rigolard, très sympathique. On a des témoignages même d'Erasme qui se rend à la cour d'Angleterre à ce moment-là et qui le présente de cette manière-là. Et on a des témoignages d'ambassadeurs aussi. Il a un petit goût de la mise en scène, mais dans une version sympathique. Ensuite, son frère meurt, son père va mourir, il devient à ce moment-là roi d'Angleterre, et à ce moment-là, il est un jeune premier très prometteur, parce qu'Henri VIII est un être qui est instable et qui change très souvent d'avis. Il prend des décisions radicales et il revient après dessus sans problème en quelques jours. Voilà. Mais c'est pas un idiot du tout. C'est un homme qui d'abord très éduqué et puis qui a un goût sincère pour les choses de l'esprit et pour les choses de la religion, on va dire. Donc c'est un lettré, c'est un prince lettré, c'est un prince intelligent. C'est un prince qui s'intéresse sincèrement dans ce contexte de l'Europe de la Renaissance à ce qu'on appelle en Angleterre le New Learning, mais en gros qu'on pourrait peut-être qualifier tout simplement d'humanisme, le retour. C'est un prince humaniste. Voilà. Et puis en fait, au cours de son règne, il y a une évolution et il y a sans doute, si on peut aller assez loin, j'irais dans ce qui est à l'origine de la faille personnelle de Henri VIII, qui va faire qu'à un moment il va vriller. Oui. Justement. Oui. C'est très frappant. Je trouve votre travail, c'est que vous avez donné comme sous-titre la démesure au pouvoir. Et la démesure, on peut se demander justement où elle est. Vous évoquez le narcissisme pathologique, mais ce qui est frappant dans ce livre, c'est que la mort est partout. Il y a un nombre de décapitations, et encore, vous dites bien que la décapitation, c'est encore la mort la plus douce, oui. Parce que on ne peut pas... Vous avez même des scènes. Oui. Et ça donne, je trouvais, à votre livre un charme un peu maléfique. Vous avez vraiment trempé votre plume dans la... Oui, dans la mort, dans l'angle de la mort, oui. C'est vrai, et alors, il faut avoir conscience du fait que la Renaissance est une période violente.
c'est pas discutable. Mais c'est vrai que pour avoir travaillé quelques années avant sur François Ier, oui. en fait, ça fait 30 ans que je travaille sur l'un et sur l'autre. J'ai consacré ma première grosse biographie à François Ier et puis la seconde à Henri VIII. Et c'est vrai que plus on travaille sur François Ier, plus le personnage est sympathique. Parce que je pense qu'on peut dire assez simplement que François Ier est un homme qui est heureux. C'est un roi heureux et c'est un roi qui est bien dans son époque. Et donc, c'est pas un sanguinaire du tout. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des exécutions, voilà. Mais dans l'entourage immédiat de François Ier, il y en a très peu. Il y en a une. Hein. Il y a un surintendant des finances qui est pris la main dans la caisse. Mais enfin, il est pris la main dans la caisse parce qu'on lui avait demandé de mettre la main dans la caisse pour reprêter au roi. Donc, je veux dire, la condamnation est injuste, même si la faute est là. C'est-à-dire que le roi est aussi coupable que son serviteur. Henri VIII, c'est pas le cas du tout. Non, Henri VIII, c'est une violence sans nom. D'abord, il décapite 2 de ses femmes. Il décapite son principal ministre, un ancien chancelier, un cardinal, une vieille comtesse, un jeune comte. Ce qui est bien avec Henri VIII, c'est que vous soyez pour lui ou contre lui, vous risquez de finir décapité. Oui. C'est-à-dire que voilà, il y a pas de par exemple Thomas Cromwell, qui est ce grand secrétaire, son bras droit de la décennie 1530, il finit décapité sans aucune raison. Alors, Boleyn, elle accouche. Voilà. En janvier, elle est décapitée c'est ça, quelques mois en mai de la même année. D'accord. Et c'est ça. Et alors sur ça, c'est pas la première grossesse, c'est pas lorsqu'elle accouche d'Élisabeth. Hein, elle fait c'est ça, c'est pas quand. Voilà, non, c'est pas. Oui, c'est après la fausse couche. C'est après la fausse couche de 1536. Et de ce point de vue-là, il passe de l'un à l'autre. Voilà, la mort chez Henri VIII occupe une place qui est beaucoup plus importante que chez François Ier, mais avec une différence. Oui. On pourrait dire, dans la situation de l'Angleterre. C'est-à-dire que si vous regardez la période qui est en Angleterre, donc avant Henri VIII, va de 1399 à 1485, donc vous voyez, sur même pas un siècle, sur 86 ans, vous avez 6 souverains, 6 qui sont soit qui meurent sur un champ de bataille, qui sont exécutés en prison, qui sont emprisonnés. Voilà. Donc en 86 ans, vous avez 6 successions même une 7e si on compte Henri VII qui arrive, le père d'Henri VIII qui arrive au pouvoir, qui gagne le. Mais lui, il amène la mort dans sa chambre conjugale. Voilà. C'est ça quand même qui est la particularité d'Henri VIII. Exactement. Voilà. Et donc il y a une espèce d'insécurité politique dans l'Angleterre qui explique qu'il y a si vous voulez, une menace qui est plus forte que sous François Ier, par exemple. François Ier, je vous rappelle que son prédécesseur n'est pas son père, c'est-à-dire Louis XII, et Louis XII, son prédécesseur, Charles VIII, n'est pas son père non plus. C'est-à-dire que les règles de succession au trône de France sont tellement bien établies qu'un souverain qui meurt sans héritier mâle, on sait qu'il lui succède et il n'y a pas de contestation. 2 fois de suite en quelques années. En Angleterre... C'est le grand problème d'Henri VIII, c'est que lui, il veut absolument, pour asseoir la légitimité des Tudors qui commence en fait avec Henri VII, il lui faut absolument un fils et c'est ça le début du bazar. En exactement. Fait. Et c'est, il a presque dans sa mémoire cellulaire, j'ai envie de dire, il sait ce que c'est que d'être pas tout à fait légitime. Premièrement, il sait qu'il y a eu quand même, encore une fois, 6 successions extrêmement violentes, et il n'a pas tout à fait tort de croire ça, puisque au cours de son enfance, vous avez une série de révoltes plus ou moins instrumentalisées par des princes étrangers ou par quelques grands magnats anglais, et le pouvoir d'Henri VII vacille 1 ou 2 fois. Et par exemple, en 97, Henri VIII, qui est un petit garçon, qui a 6 ans, est réveillé en pleine nuit à Greenwich, et il est ramené par quelques soldats avec sa mère, pour s'être protégé dans la tour de Londres, la Tower, qui est la seule forteresse un peu sérieuse dans la région londonienne, parce que vous avez une armée qui marche vers Londres avec l'objectif de s'emparer de lui. Donc c'est un peu, pour Henri VIII, si vous voulez, si on avait une comparaison à faire avec l'histoire de France, c'est un peu l'équivalent du petit Louis XIV de la Fronde. Voilà. C'est qu'il y a un traumatisme là-dessus. Il y a une bonne raison d'être paranoïaque dans le fond. C'est pas pathologique, ça. Oui. Alors, je ne sais pas, là, encore une fois, je suis ni psychanalyste ni psychiatre, je ne sais pas si on a des bonnes raisons d'être paranoïaque, si on peut l'être ou pas l'être. Lui, il fait le choix du côté sombre, très, très clairement. Et son père, par exemple, Henri VII, qui a vécu quand même l'essentiel de sa vie de jeune adulte, enfin, entre l'enfance et son même pas 30 ans, il est en exil, il est ballotté entre des cours qui le trahissent plus ou moins, la cour de France, la cour de Bretagne, etc. Il n'a pas cette idée-là, alors que lui, vraiment, l'a vécu dans sa chair. Mettre la menace du côté de ses ennemis, ça peut sembler raisonnable.
raisonnable. C'est ça. Mais le mettre du côté de sa femme comme ça, Voilà. c'est quand même plus tordu. C'est ça, c'est que c'est du côté de ses ennemis et c'est du côté de tout le monde en fait. C'est-à-dire que Bon. voilà, et ça apparaît très clairement. Il y a la montée en pression monte, comme vous le dites, à partir du moment où, après 20 ans de mariage, il a toujours pas d'héritier mâle, il a toujours pas son fils. C'est ça qui va l'amener à obtenir, enfin à décider l'annulation de son mariage avec sa première épouse, Catherine, et puis le mariage avec Anne Boleyn. Et c'est vrai que ce mariage avec Anne Boleyn se traduit par la naissance non pas d'un petit garçon, mais d'une petite fille. Donc là, la déception est énorme. Alors, il ne sait pas encore que sa petite fille, c'est la future Élisabeth. Voilà, sinon il se serait dit qu'il avait... Voilà. Mais il ne le sait pas. Et donc, on peut vraiment chiffrer à l'année... Enfin, dater plutôt que chiffrer, dater à l'année 1536, le moment où ça bascule un petit peu, peut-être avec en plus un accident de joute qu'il fait, enfin, en 1536, enfin, un accident un peu ridicule. Hein. En 1536, il a plus de 40 ans. Il ne joute plus comme ça. C'est-à-dire, il ne joute plus face à un cavalier, il ne joute plus qu'à l'anneau, c'est-à-dire il fonce tout seul et son but c'est d'embrocher un anneau avec sa lance. Oui, parce qu'il est très sportif. Hein. Dans le portrait, au départ, il est très grand, très beau, très svelte, ce qui va cesser d'être très rapidement, mais bon. C'est ça. Il fait une mauvaise chute. Et il fait une mauvaise chute tout seul, on ne sait pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il se prend, sans doute qu'il fait déjà à l'époque, peut-être, je ne sais pas, 120 kilos, il est déjà monumental, il est très grand, hein, pas loin d'1m90, il commence à être imposant et donc il tombe sous son cheval tombe sur lui, l'écrase contre la barrière, il est dans le coma pendant 2 heures et à partir de ce moment tout sera différent. Et une question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a eu un effet voilà. Anne Boleyn fait une fausse couche dans la foulée de cet accident. C'était un petit garçon. On voit que c'est un petit garçon, la fausse couche. On le sait ça? Oui, on le sait. D'accord. Donc il lui en veut doublement. Voilà. Et il lui en veut doublement. Et c'est là qu'on a l'emballement de ce qui avait déjà commencé quelques mois auparavant avec l'exécution d'un Thomas More ou du cardinal John Fisher, et puis de quelques autres avant, cette obsession du complot. Mais là, Anne Boleyn, elle a strictement rien fait. Ça, c'est clair. Et voilà. Et donc là, c'est une digue supplémentaire qui va sauter. Voilà. C'est une belle chute. Juste, c'est le cas de le dire, pour passer donc à la séquence suivante, qui est celle de l'écho de la culture, pour laquelle nous allons changer nos habitudes. Nous n'aurons pas un nouvel invité, mais comme France ne manque pas de ressources, eh bien, elle va prendre aujourd'hui la casquette de la chroniqueuse et nous parler de la série Les Tudors, qui fait vraiment écho à ce que vous venez de nous dire d'Henri VIII. Nous vous écoutons, France. Alors oui, en effet. Alors justement, comme c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude, c'est pas tout à fait une chronique d'un bloc que j'aimerais que vous interveniez. Donc je vais vous solliciter beaucoup. Je sais que vous n'avez pas vu la série parce qu'on en a parlé un tout petit peu hier, mais voilà. Donc j'aimerais bien avoir votre sentiment. Voilà. Alors j'ai pensé qu'effectivement, bon, c'était le moment de revenir sur cette série qui est une série américano-canado-irlandaise et qui a retracé donc le règne d'Henri VIII. Il y a 4 saisons en tout et elles ont été, ça date un peu, elles ont été diffusées entre 2007 et 2010, donc autant dire qu'en effet le dernier épisode a été diffusé il y a 15 ans, mais c'est quand même une série qui a rencontré un véritable succès non peut-être pas d'estime mais en tout cas populaire puisque on peut la voir encore là sur Prime Video, c'est très facile. Bon, donc je pense que les gens continuent à la télécharger. Alors évidemment elle a été très critiquée par les connaisseurs, par les spécialistes dont vous faites partie. Alors tout d'abord, en raison des nombreuses libertés, évidemment, que les scénaristes ont prises avec la réalité historique. Alors la première chose, justement, on parlait du portrait de quel genre d'homme était Henri VIII, mais au physique aussi. Alors déjà, donc c'est la première chose que les historiens ont trouvé un petit peu grotesque, c'est que l'acteur Jonathan Rhys Meyers, qui est donc le type qu'on avait découvert dans Woody Allen, dans Match Point, donc il a un physique beaucoup trop avantageux, si j'ose dire, qu'il conserve jusqu'à la fin quasiment de la série. Et alors que, chacun, comme vous le disiez, déjà quand il a 40 ans, il pèse plus de 120 kilos, il est malade, enfin bon, c'est pas du tout. Voilà, donc c'est la première chose qui a fait beaucoup rire. Donc les spécialistes. Cette série met moins l'accent sur la mort que votre livre d'ailleurs, hein, dans lequel vous soulignez l'hypocondrie.
l'hypocondrie du roi. Il était... Oui, il a cette dimension-là aussi que n'a pas, encore une fois, un François Ier, qui a peut-être à l'occasion un Charles Quint, mais qui a une personnalité très, très différente. Mais c'est vrai qu'il a un côté un peu cyclotimique. Voilà. Effectivement. Et ça, on le voit dans la série Oui, on le voit. Et on le voit d'ailleurs, le côté l'hypocondrie, on le voit, il a des espèces de fioles dans tous les sens. Il met ça sur son ulcère, évidemment, avec des effets totalement catastrophiques, et ses médecins n'osent pas. Mais c'est vrai que ce côté malade, vous choisissez de commencer votre livre là-dessus, n'est-ce pas? On est dans la chambre mortuaire, il y a une odeur pestilentielle. C'est ça. En fait, le début, je me suis inspiré de la mort de Staline, en fait, de ce qu'on sait de la mort de Staline. Oui. Et parce que ça ressemble un peu à ce qu'on sait de la mort de Staline, c'est-à-dire le tyran qui meurt, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Et il y a un gros risque. Est-ce qu'il est vraiment mort? Voilà, c'est que si on le voit dans cet état-là et que demain il n'est pas mort, on pourra potentiellement payer cher de l'avoir vu. Et donc, il y a une fin tragique, en fait, d'un vieillard, encore une fois, gigantesque, mais qui meurt seul dans son grand lit, pendant que les autres, derrière, sont en train de réfléchir à ce qu'ils vont pouvoir faire, et avec, pour lui, la sanction de l'échec de toute sa vie, qui est que, au moment où il meurt, son fils a 9 ans, et il sait qu'il ne va pas régner, enfin, qu'il va être roi, mais que c'est pas lui qui tirera les ficelles. Donc, la question, c'est comment essayer de faire en sorte qu'il puisse sécuriser son petit garçon qui doit poursuivre son œuvre, et voilà, c'est raté. Alors ça c'est la première liberté, on va dire, qui a beaucoup fait jaser. Ensuite, bon, évidemment, c'est une série qui fait pas tout à fait dans le détail. Je pense que pour les historiens, c'est assez frustrant, puisque les scénaristes n'hésitent pas à fusionner des personnages. Alors, par exemple, le pape Clément VII et Paul III, enfin, c'est le même personnage. Idem avec les sœurs d'Henri VIII. Sa grande sœur Margaret, en fait, on lui attribue, en gros, ce qui est arrivé à Marie, la Marie Tudor, sœur d'Henri VIII. Bon, les scénaristes s'en sont expliqués. Ils voulaient pas qu'on confonde Marie Tudor, sœur d'Henri VIII, avec Marie Tudor, fille d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon, qui va devenir Marie la Sanglante. Mais en attendant, c'est quand même, voilà, comme je disais, les détails, enfin, au niveau du détail, il ne faut pas trop chercher. Alors, donc, en gros, j'ai pas trouvé grand monde parmi les connaisseurs ou les spécialistes ou même les amateurs de séries, les spécialistes qui écrivent dessus. J'ai pas trouvé grand monde pour dire du bien de la série. Ce qui m'a frappé, c'est que certains comptes rendus sont même vraiment très amusant, désopilant, je dirais. Je pense surtout à ceux de la presse anglaise dans le Guardian. Je vous en recommande la lecture, c'est extrêmement divertissant. Et pour en résumer l'esprit, je citerai le propos d'un des journalistes, donc du Guardian, qui disait, donc je le cite en anglais, when in doubt about historical fact, just write in a sex scene. Donc, si vous n'êtes pas certain des faits, vous fatiguez pas, meublez en inventant une histoire de sexe, enfin une scène de sexe. Et effectivement, il y a un côté un petit peu comme ça dans cette série. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Parce qu'il y a 38 épisodes en tout. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ces 38 épisodes? Je m'autorise une référence anachronique à un quasi-monarque anglais, je pense au grand Winston Churchill, et je dirais que les Tudors, c'est du sang, du sexe, des exécutions et des larmes. Donc je rebondis sur ce que tu dis sur la mort qui rôde à tout moment, donc à la cour d'Henri VIII. Alors les 5 premières minutes du tout premier épisode de la série donne tout à fait le ton, puisqu'on assiste à l'assassinat de l'oncle d'Henri VIII. Alors je suppose que ça vous laisse perplexe, parce qu'en effet il n'avait pas d'oncle, donc c'est un personnage inventé. Henri VII n'avait pas de frère, et donc il est assassiné par une délégation de diplomates français, donc voilà. Et cette scène est immédiatement suivi d'un échange entre le roi et ses conseillers, donc à la cour anglaise, la cour d'Angleterre. Et donc Henri est furieux, on a assassiné mon oncle, il faut que je fasse la guerre à la France, dit-il. Et une fois que tout le monde a dit que tout le monde était d'accord avec lui, il conclut en disant « It is settled then », donc l'affaire est entendue. « We are to war with France », nous sommes en guerre avec la France. « I can go play ». Je peux aller jouer. Il s'en va donc play avec Lady Blount. Donc, 3 points de suspension, vous imaginez, donc une scène avec une jolie blonde dans les appartements du roi. Et donc, voilà, Thanatos et Rose sont aux commandes depuis le début. Il y a une scène des plus drôles, d'ailleurs. Oui. Où, dans le premier épisode du première saison,
la blonde en question. Alors, c'est pas Lady Blount? C'est pas Lady Blount, c'est une nommée Jane, que son majordome fait entrer dans sa chambre en déshabillé vaporeux. Et donc, avant de la lutiner, il se sent obligé de demander à Jane, est-ce que vous êtes d'accord, Jane? Est-ce que vous êtes consentante? Yes, Majesty. C'est du plus haut comique. C'est tout à fait incongru, j'ai envie de dire, c'est pas du tout le ton de la série. Donc, le ton du livre. Oui, Philippe avait remarqué ça et j'ai été obligée de re-regarder parce que pour le coup, c'était passé tout à fait inaperçu. Donc, c'est très surprenant puisque ça tranche absolument. Donc, et là, je voudrais vous entendre un peu sur ce sujet, cher Cédric Michon. Ça tranche absolument sur le sort qui est réservé aux femmes dans la série. Il me semble que ça, d'un point de vue historique, c'est peut-être assez exact. Donc, on a parlé des deux reines décapitées d'Henri VIII. J'ai envie de dire, quand elles ne sont pas décapitées par leur royal mari, les femmes dans la série meurent en couches, elles sont priées à tout moment de se taire et de permettre l'avancement de leur père ou de leur frère à la cour. Donc ce sont de véritables pions en fait entre les mains de leurs frères et pères. Et donc justement, je voulais qu'on regarde ensemble un extrait que, bon, j'ai pris celui-là, mais il y en a tout un tas. C'est un extrait de la série qui met en scène justement un échange entre Anne Boleyn, qui est fraîchement rentrée de France, puisqu'elle a été à la cour de François Ier, Anne Boleyn. Elle parlait magnifiquement français, etc. Comme le roi d'ailleurs, je crois. Et donc elle s'entretient avec son père, et son père lui l'informe de ce que le roi, Henri VIII, s'est lassé de sa sœur Marie, parce que Marie Boleyn a été donc la maîtresse du roi, et il lui dit, bon, en gros, il faut que tu prennes le relais. Voilà, donc ça c'est l'extrait que... Uncle. Sweetheart. Yes, Papa? You know why you're here? No, Papa. In Paris, no one explained. Good. It's better that way. What's happened? His Majesty is tiring of his French alliance. It seems he's also tiring of your sister. He no longer invites her to his bed. Poor Mary. Poor us. When she was his mistress, all our fortunes were made. Now, most likely, they will fall. Unless... Even if he had me, who is to say he would keep me? It's not just Mary. They say that all his liaisons are soon over. He blows hot, he blows cold. Perhaps you could imagine a way to keep his interest more prolonged? I dare say you learned things in France, how to play his passions. There's something deep and dangerous in you, Anne. Those eyes of yours are like dark hooks for the soul. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, je comprends une question qui m'a été posée il y a 15 ans de ça. J'avais fait une émission pour une chaîne anglaise et on me demandait si Anne Boleyn avait appris des pratiques sexuelles à la cour de France. Voilà. Et donc je vous comprends. Mais moi, j'ai répondu, écoutez, honnêtement, je n'en sais strictement rien. Et puis la journaliste, enfin le journaliste, je sais pas, enfin oui, disons journaliste, a insisté. Elle me repose la question. Elle lui dit, non mais sérieusement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'en sais strictement rien. Il n'y a pas une réputation supérieure des pratiques en France par rapport à l'Angleterre. Et elle m'a posé puis je lui ai dit, écoutez, je n'en sais rien. Et alors, finalement, elle a conservé sur l'émission sur Channel 4, on voit éclater de rire quand elle me pose la question parce que j'étais désarmé. Malgré son insistance, j'avais pas. Donc voilà, ça vient de là. La source, je comprends que c'était. Avant d'être la capitale de la psychanalyse, Paris. Paris était. Oui, voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, voilà, ça illustre un petit peu la manière dont les femmes étaient.
voilà, utilisés comme des pions, comme je disais. Alors, donc, que nous reste-t-il de ces 38 épisodes? Alors, je dirais deux choses. La première, donc, un portrait d'Henri VIII en une dimension, ce qui explique d'ailleurs le jeu probablement assez pauvre donc de l'acteur, on le lui a reproché. Donc, c'est le portrait d'un tyran absolu. Mais je me demandais s'il n'y avait pas une forme de vérité. C'est la question que je vous pose, une forme de vérité dans ce portrait qui, en ce que ce portrait finalement correspond à cette réécriture à laquelle la papauté et Luther aussi ont soumis le XVIe siècle anglais. C'est-à-dire que ça les arrangeait, en effet. Vous parlez, vous, du motif du nez de Cléopâtre. Il y a un côté comme ça, c'est-à-dire que c'est un portrait d'un tyran jouisseur qui n'en fait qu'à sa tête et qui finalement rompt avec Rome, exclusivement pour une histoire presque on pourrait dire de fesses, voilà. Pas de nez mais de... Ouais, alors dans l'occurrence ça serait la nuque d'Anne Boleyn. Ce qu'elle avait été très beau disait, c'est la nuque. C'est d'ailleurs ce qu'il tranchera. Effectivement. C'est sur Anne Boleyn, pour avoir une idée de sa beauté par rapport à ce que disent les contemporains, moi il me semble que c'est pas une beauté classique, alors que Marie, sa sœur, est réputée pour être très belle. Elle n'a pas la réputation d'être très belle. En fait, elle a la réputation d'avoir énormément de charme. Et vous reprenez la première phrase de Autant n'emporte le vent, quand on décrit Scarlett O'Hara, c'est Scarlett n'était pas d'une beauté classique, mais elle avait l'habitude de... Enfin bref, je ne sais plus comment Margaret Thatcher dit ça, mais voilà, qu'elle tourne la tête des hommes. Anne Boleyn, c'est un peu ça. Votre question, c'était, pardon Non, mais c'est de la réécriture. Le côté, finalement, c'est un mythe. Si, voilà. Si, alors, moi, je serais pas d'accord avec l'idée que c'est une histoire de fesses. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est pas Anne Boleyn, c'est le fait qu'il n'a pas d'héritier mâle. Oui. C'est-à-dire que Henri VIII aurait eu, la petite Marie future, Bloody Mary, future Marie la sanglante, aurait été John, voilà, ou Henry, ou Edward, je sais pas combien. Eh bien, ça aurait, Edward VI, il y en a eu ensuite, voilà, son fils, mais voilà, ça aurait été un petit Edward. Sans doute, c'est toujours dangereux de faire de l'histoire-fiction, mais on n'aurait pas eu tout ça. C'est-à-dire que il y a un problème à régler, le problème de la succession au trône, et l'hypothèse, c'est on va changer de femme, et en fait, le problème, c'est que cette femme est la tante de Charles Quint, que pour annuler un mariage, il faut l'autorisation du pape, que le pape est à ce moment-là prisonnier de Charles Quint, donc c'est pas possible. Et donc, en fait, Henri VIII, si vous regardez, ça prend presque 6 ans où il va chercher beaucoup de solutions. Il va même envisager la polygamie à un moment, puisqu'il voit qu'il peut pas annuler son mariage. Donc, on a de son écriture, voilà, où il envisage la polygamie. Donc, il est assez prudent. Et c'est pour ça que je pense que c'est là aussi, c'est un trait psychologique assez classique. Ce qui est difficile, c'est quand on sort de la norme, enfin, ce qui est difficile, ce qui est une rupture, c'est quand on franchit le pas. Et donc lui, il fait sauter une première digue, et puis une deuxième, et après il va en faire sauter beaucoup. Mais pendant plusieurs années, il reste quand même, il cherche des solutions, il est assez prudent. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer par exemple avec François Ier, ils sont très proches dans leur centre d'intérêt, dans leur conception d'un pouvoir qu'ils envisagent comme tendant vers l'absolu, mais dans leur souci de l'indépendance de leur église par rapport à la papauté. En France, il y a ce qu'on appelle le gallicanisme, et le gallicanisme n'a rien à voir avec l'anglicanisme qui se met en place après le règne d'Henri VIII. La magnificence de François Ier, il reste dans ses normes. Alors que ce que vous venez de dire, c'est très juste, c'est que Henri VIII, c'est la bascule hors norme. Hors de ses propres normes, et c'est ce qui fait son hubris. C'est à un moment, il sort du sillon. Il sort du sillon. C'est ça, il sort du sillon, et même si, encore une fois, dans la mise en place de ce qu'on pourrait, vous parlez de magnificence, on pourrait, c'est intéressant de comparer la magnificence et la majesté. Oui. La magnificence, c'est une logique comparative et horizontale. C'est-à-dire que c'est le primus inter pares, le prince premier parmi ses pairs. Donc, il est premier parmi ses pairs, voilà. Parmi ses pairs, premier. La majesté, c'est pas une logique horizontale et comparative, c'est une logique verticale et superlative. Et ça, c'est l'idée que le prince est en fait dans un autre univers, et c'est tout l'espace sacré, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est assez ancien, mais qui se met vraiment en place au XVe siècle. Et de ce point de vue-là, il y a
il y a une différence dans les pratiques, mais il n'y a pas une différence dans l'esprit. Il y a une différence, il n'y a pas de différence dans l'esprit en ce sens que la majesté royale, elle existe même en France dès Charles VII. Il suffit de regarder le portrait de Charles VII, qui est un portrait frontal, qui est un portrait comme le portrait comme un tableau représentant la Vierge. La sacralité, la frontalité en fait des personnages sacrés. Donc ça existe déjà. Mais dans la pratique, c'est vrai que Henri VIII impose à sa cour une distance, une manière de parler, de s'adresser à lui qui est très différente d'une spécificité française, ceci dit. De ce point de vue-là, c'est pas tellement Henri VIII contre le reste de l'Europe, c'est plutôt la France contre le reste de l'Europe. Il y a une simplicité, en fait, dans la monarchie française. Et cette simplicité, même si on va jusqu'à Louis XIV, elle est encore là. Ce roi, malgré tout le décorum, toutes les cérémonies du lever, etc., le roi, il vit au milieu de ses, au milieu de ses courtisans. Mais à l'époque d'Henri VIII, c'est vrai que les ambassadeurs d'Henri VIII sont scandalisés de voir comment les courtisans se comportent à la cour de François Ier. Encore une fois, qui en termes de majesté se pose quand même là, on impose. Mais voilà, quand François Ier reçoit une lettre et un ambassadeur d'Henri VIII qui raconte qu'il y a un courtisan qui est vautré comme ça sur le dessus du fauteuil du roi et qui essaie de lire par au-dessus, qu'il y a le chancelier à un moment qui parle devant François Ier sans se découvrir, voilà, qu'il y a une manière de se comporter, une simplicité, qui est une simplicité française, alors que l'Angleterre est plus dans une logique, on va dire, bourguignonne, qu'on voit également ensuite dans l'Espagne de Charles Quint et encore plus dans l'Espagne de Philippe II. Bon. Alors, mais on va, pour conclure en fait, c'est aussi l'enseignement finalement de cette série qui s'achève. Donc, il dit au revoir à ses filles. Je vois, il y a juste une dernière scène et que j'ai trouvée assez excellente. Il dit au revoir à ses filles. Alors, il y a Marie, on la voit tout au long de la série, toute de retenue tremblante, évidemment, parce qu'elle risque gros, ayant été déclarée bâtarde après l'annulation du mariage et le remariage du roi avec Anne Boleyn, mais en même temps on la sent quand même inflexible dans sa foi, et donc il y a Marie et Élisabeth, et donc le roi dit au revoir à ses deux filles parce qu'il sent qu'il va mourir, donc ça c'est une scène complètement fictive, etc. Mais on voit chez ces deux jeunes filles quelque chose qui en fait fait un peu froid dans le dos, si j'ose dire. Donc, alors Marie, elle pleure, mais Élisabeth, on a vraiment l'impression, elle dit au revoir à son père comme elle dirait au revoir, je sais pas, un camarade, enfin à la boulangère qu'elle a croisé le matin, quoi. Elle a l'air de s'en ficher complètement, et donc il y a quelque chose presque d'une promesse là de la revanche des femmes. Et donc, c'est ce qui me mène un peu à la question que tu voulais poser à Cédric Michon. Que l'on va conclure, c'est que c'est l'ironie de l'histoire. Il a couru après un héritier mâle, et finalement, ce sont les femmes, c'est une femme, la fille de celle qui l'aura d'ailleurs raccourci, Élisabeth Ier, qui fera de l'Angleterre ce qu'elle est devenue, le pays de la résistance. C'est frappant que l'invincible Armada a connu le même sort que la Luftwaffe de Göring, et dans le fond, et c'est une femme. Et finalement, est-ce que ça fait de l'Angleterre le pays des reines par quelqu'un qui était absolument d'un virilisme pathologique. Vous avez raison, et Élisabeth est une reine fascinante, et elle n'est qu'une des nombreux exemples de femmes puissantes du XVIe siècle. Et Anne Boleyn, par exemple, la mère d'Élisabeth, a eu deux exemples de femmes puissantes. Elle a été à la cour de Marguerite d'Autriche, aux Pays-Bas, et plus longtemps, près de 7 ans, à la cour de François Ier. Et à la cour de François Ier, alors c'est pas tellement Claude, la reine de François Quint, c'est Louise de Savoie, la mère de François Ier, qui pendant ces années-là gouverne quasiment le royaume de France avec François Ier. Et donc elle a vu, alors, elle est régente en l'absence du roi en 1515 et en 1525, mais elle n'est pas reine, voilà, elle est juste mère du roi, et elle n'a même jamais été reine, puisque le père de François Ier n'était pas roi, donc c'est vraiment simplement la mère du roi, mais c'est une femme d'une intelligence politique, d'une détermination, et qui a sans doute marqué Anne Boleyn, c'est-à-dire qu'elle a vu, de ses yeux vus, deux femmes exceptionnelles que sont Marguerite d'Autriche et Louise de Savoie. Et de la même manière, en Angleterre,
le pouvoir politique en moins, il y a des reines totalement oubliées, mais comme Catherine d'Aragon, la première femme de France II d'Henri VIII, inflexible. Ouais. C'est une femme qui a reçu une très grande, une éducation. C'est la fille d'une reine, elle pour le coup, c'est la fille d'Isabelle la catholique, la fille d'Isabelle la catholique et de Ferdinand d'Aragon. Donc pour elle, une reine peut gouverner. Donc elle élève sa fille Marie pour être reine. Voilà, pour être reine potentiellement. C'est-à-dire que c'est une option qui est possible. C'est vraiment une belle chute. L'inflexibilité. Ouais. L'inflexibilité est féminine ou n'existe pas. Alors, juste avant de passer, là, on pourra montrer pour les spectateurs donc le tableau que vous commentez à la fin de votre ouvrage qu'Élisabeth Ier a commandé donc au peintre Lucas de Her, où justement je renvoie nos spectateurs à votre analyse justement qui montre bien. Enfin, bon, c'est elle qui est au premier plan. J'en dis pas plus. On va passer donc à notre rubrique suivante et accueillir donc notre collègue Patricia Bosquin-Carros qui va venir nous parler des amours douloureuses. Patricia Bosquin, bonjour. Vous êtes psychanalyste à Bruxelles et à Liège. Vous êtes présidente de la New Lacanian School, qui organise un congrès inspiré par Henri VIII, à n'en pas douter, puisque son titre, c'est celui des amours douloureuses. Et donc, vous venez nous parler de ça, nous vous écoutons. Alors, pourquoi conjuguer, chère Patricia, amour et douleur ? Oui, les amours douloureuses consonnent évidemment avec les amours malheureuses. Toutefois, le terme douloureux se rapporte à une autre dimension que celle relative aux aléas de la vie. Il invite à se pencher sur la particularité de la souffrance amoureuse. Amour et douleur ferait-il couple ? Il y a amour et amour. La captation mortelle de l'amour-fusion auquel Lacan se réfère dès son premier séminaire se distingue de l'amour-suppléance du séminaire encore, le séminaire 20. Alors d'un côté, on a imaginaire possessif, de l'autre, l'amour comme solution. Très tôt, Lacan discerne l'amour-passion de l'amour-don actif, qui lui vise toujours, au-delà de la captation imaginaire, l'être du sujet dans sa particularité. L'amour est donc une sorte de Janus, avec sa face positive et sa face plus sombre. Plus tard, dans le séminaire Le Transfert, Lacan met au cœur du problème de l'amour la fonction du manque. Il en extrait une définition. L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas. En même temps, il souligne que ce qui manque à l'un n'est pas ce qui manque à l'autre. Ici, la dissymétrie entre l'amant et l'aimé constitue le problème de l'amour. Il suffit, dit-il, d'être dans le coup d'aimer pour être pris à cette béance, à ce discord. À ce discord, donc, on s'en sort pas. Pas sûr. C'est justement de la non-conjonction du désir avec son objet que doit surgir la signification d'amour. Au terme d'une opération, elle, très spécifique, la métaphore de l'amour. Alors on reconnaît là les prémices de l'assertion plus tardive, l'amour supplée au non-rapport sexuel. Mais ce n'est pas gagné d'avance, l'amour relève du miracle, dit Lacan. Mais surtout, d'un séminaire à l'autre, Lacan raelle la conception de l'amour qui rassemble, agglomère, assimile, agglutine des êtres complémentaires. Il balaye l'illusion de l'amour-fusion dont le fondement révélé par Freud est le narcissisme. Dans le séminaire La logique du fantasme, il avance les formulations suivantes. Tu n'es que ce que je suis. Tu n'es pas. Donc, je ne suis pas. Ou encore, si tu n'es pas, je meurs. Impressionnant. Oui, il indique que la méconnaissance de ce fondement narcissique de l'amour produit le malheur de l'amour.
Mais l'amour est aussi une affaire de discours. Comme le dit La Rochefoucauld, il y a des gens qui n'auraient jamais été amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler d'amour. Alors, comment faire la part de ce qui relève de l'invariance structurelle et des variations, ce qui relève des variations culturelles? L'un, sans doute, ne va pas sans l'autre. Alors, est-ce que vous diriez que donc, variation culturelle, qu'à chaque époque correspond un style d'amour? En quelque sorte. Par exemple, il a fallu attendre le Moyen-Âge pour voir apparaître la promotion de l'amour réciproque malheureux sous la forme de l'amour courtois. Lacan a attribué l'émergence de cette forme d'amour à la contingence d'une rencontre entre l'hérésie cathare et une nouvelle poésie des troubadours. Ainsi, l'amour-passion serait un fait de discours qui n'arrive pas à n'importe quelle époque, ici la féodalité. Lacan situera cette invention de discours comme le seul moyen pour l'homme dont la dame était entièrement la sujette de se tirer d'affaire avec élégance de l'absence de rapport sexuel. Et il s'en sort en effet par une idéalisation et une valorisation de son inaccessibilité. Tandis que le discours amoureux s'alimente du manque, du deuil, de la perte, de la mort. L'amour romantique au XIXe siècle en est une forme de résurgence. Donc, ça voudrait dire que l'amour a un rapport avec l'idéal et la tradition. La tradition, comme on sait, ordonne les rapports entre les sexes. Cependant, à cet ordre ancien, âge du père, s'est substituée une autre logique. Dans ce contexte, on voit fleurir de nouvelles reconfigurations du couple, comme celle du polyamour, par exemple. Mais les œuvres de l'amour varient-elles pour autant? C'est une question. Elles sont surtout interprétées différemment que jadis. Le discours amoureux n'est plus tant appréhendé à partir du manque, de l'objet perdu ou de l'idéal inaccessible. Un autre discours, rabattant le ratage sur l'axe imaginaire, dominant-dominé, s'est imposé. Jacques-Alain Miller l'a fait récemment valoir. Plus que jamais, le non-rapport sexuel s'interprète à partir de la relation maître-esclave. La guerre des sexes s'attise et les souffrances amoureuses sont essentiellement attribuées à la domination d'un sexe sur l'autre. L'appréhension de la complexité des liaisons fantasmatiques, voire symptomatiques, s'en trouve abrasée. Alors, est-ce à dire finalement que c'est une sorte une forme de rejet de l'amour, ce que vous décrivez là? Certainement. L'amour comporte un risque. Bon, rien ne garantit que la rencontre se produise, ni que l'amour dure. D'où son cortège de souffrances. Pourtant, faut-il y renoncer? L'enjeu de notre congrès consiste à rendre ces lettres de noblesse à Eros, dont les flèches incandescentes, on n'a pas vu l'affiche, on va la voir. La voilà, la voilà. La voilà, bon, vous voyez la flèche incandescente, eh bien ces flèches traversent toujours les époques. L'amour n'est donc pas seulement relatif aux effets de discours, variant selon l'époque. Il est aussi affaire de structure. On ne cesse pas de tomber amoureux. À ce propos, dans Psychologie des foules et Analyse du moi, Freud évoquait un appauvrissement du moi face à l'objet précieux. Il rapprochait l'état amoureux de l'auto-sacrifice de l'hypnotisé. Il n'est donc pas surprenant qu'à l'occasion d'un deuil, d'une rupture, d'une trahison, le sujet se sente amputé d'une part de lui-même. Dans son dernier enseignement, Lacan, lui, situera précisément le drame de l'amour au regard de la rencontre amoureuse comme telle. Celle-ci ne concerne plus seulement deux sujets du manque à être, mais deux corps parlants, affectés en tant que sujet du savoir inconscient. Les êtres sexués font couple au niveau de la jouissance. Là, c'est l'amour résonance. Voilà, ça résonne, ça vibre, ou pas. En effet, mais la rencontre parfois ne dure qu'un moment. Quand la destinée de chacun reprend ses droits, la répétition dont parle Lacan.
Chaque corps parlant redevient alors hermétique à la langue de l'autre. C'est pourquoi, à l'occasion, on s'adresse à un psychanalyste qui s'ajoute comme partenaire inédit aux malheureux conjugaux. Merci beaucoup, Patricia Bosquin. Donc, rappelez-nous les dates du congrès. Alors, le prochain congrès de la New Lacanian School, Les Amours douloureuses, aura lieu à Paris le 17 et 18 mai prochain. Voilà. Mais seulement les inscriptions en présence sont closes. Donc, vous pouvez encore vous inscrire, bien sûr, et vous assisterez au congrès par visioconférence. Moi, j'ai mon billet. Donc, voilà. Merci beaucoup. Cette émission donc, est terminée. Merci, Cédric Michon. Nous vous quittons et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à 6h30.